Salam alaikum az-Zulf Laouen, bonsoir. La grève de la faim est un moyen privilégié dans les contextes d'absence des espaces et des moyens de la contestation. 16e jour de grève de la faim pour 22 détenus, l'état de santé des grévistes est alarmant, confie une avocate membre du collectif de défense des détenus. Malgré les représailles, les détenus d'Al-Harrach restent debout. Vous avez perdu, M. Tebboune. Au cri Madaniya Machi Askariya, Jazair Hurra, Démocratia, ils étaient 23 à être transférés du camp d'Al-Harrach vers deux destinations distinctes, les prisons de Bouira, Sid Abid et celui de Barwaguia, de triste mémoire. En effet, le 27 décembre dernier, des experts et des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont adressé une communication au HCDH, au Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, dans laquelle ils accusent le régime algérien d'instrumentaliser politiquement le terrorisme pour réprimer les libertés publiques. Prise de panique, le pouvoir cherche par tous les moyens à empêcher la propagation de cette grève dans les autres prisons. Comme à l'accoutumée, il répond par le mensonge et la répression. Le mensonge est arrivé rapidement par la voix du parquet d'Alger qui s'est lamentablement ridiculisé dans sa vaine tentative d'escamotage de cette grève. Le lendemain du début de la grève, au moins 23 détenus ont été menacés et tabassés avant d'être transférés vers d'autres prisons loin de leurs familles et avocats. Face à la détermination des détenus comme vos mensonges n'ont pas pris, vous avez déployé très tôt le matin à l'aube qu'on faisait l'administration pénitentiaire coloniale. Tout un arsenal pour procéder à un dispatching des détenus grévistes à travers les prisons sur le plan national. Et vous venez à l'occasion nous rappeler les tristes noms des prisons coloniales, Barwaguia, Lombez, même s'il manque Serkedji, fermé depuis un moment. Ni les portes de vos cellules qui nous enferment, ni l'étroitesse de ces cellules, ni le froid de vos prisons, ni la faim auquel vous avez condamné tout un peuple n'auront droit sur notre détermination et sur notre engagement pour sauver le pays de vos griffes. Mais on vous promet aucune terre ni ciel, nous vous serons cléments. Vous terminerez dans les poubelles de l'histoire. Face à des détenus politiques grévistes de la faim, les autorités algériennes en 2022 se comportent-elles de façon moins humaine que l'administration coloniale? Qu'il est triste de devoir se poser cette question. Tebboune qui déclarait que le monde entier reconnaît que l'Algérie est une force de frappe, sauf certains Algériens. Le contexte et des déclarations du pouvoir confirment l'inquiétude des Algériens face à un avenir incertain. Il est exprimé par un désespoir de toutes les franges de la société, par le phénomène de l'exode des cerveaux dont 1200 médecins spécialistes ont quitté pour la France cette semaine. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, rappelle au moins 3 réalités, a-t-il écrit jeudi sur son compte de Twitter l'ancien ministre Abdelaziz Rahabi. La première explique l'ancien ambassadeur et le peu de considération que la société dans son ensemble, pouvoir et peuple, accorde à ces élites et qui sont pourtant le produit de l'effort et de l'excellence. La seconde, a poursuivi M. Rahabi, réside dans les conditions générales d'exercice de la médecine en Algérie qui font que ni le citoyen, ni le corps médical qui a subi toutes les formes de répression, ni les pouvoirs publics ne sont satisfaits de la situation actuelle dans ce secteur. Tout autant que les haragas, les médecins souffrent de l'absence de perspective et de la dégradation du cadre de vie qui ne favorise pas l'épanouissement humain auquel aspire toute personne humaine, a-t-il conclu. Cela nous interpelle autant qu'Algériens et observateurs sur la nature de ce régime et surtout sur ses mécanismes de son fonctionnement. Il a des racines anciennes car le pouvoir a été confisqué par l'armée dès l'indépendance à l'été 1962. Il y a eu un coup d'État des militaires de l'armée des frontières contre les wilayas de l'intérieur et le GPRA, ceux qui avaient été en première ligne pendant la guerre de libération.
Le pluralisme a disparu, puisque aussitôt, et les militaires ont confisqué le pouvoir pour garder le contrôle de leur circuit de corruption. Ils ont provoqué le coup d'État de 1992 et la guerre contre la population. À partir des années 2000, s'est consolidé un régime ultra corrompu, caractérisé par une incroyable détestation du peuple. Jamais le mépris du peuple n'aura autant été érigé en système. La procédure contre Al-Nazar a déjà duré plus longtemps que la décennie noire elle-même. Le 19 octobre 2011, alors que l'ancien chef d'état-major est en déplacement en Suisse, l'ONG TREAL dépose une dénonciation pénale à son encontre auprès du ministère public de la Confédération. Celui-ci ouvre aussitôt une instruction pour suspicion de crimes de guerre. Le général est interpellé le 20 octobre, mais remis en liberté le lendemain, sur la promesse de se présenter pour la suite de la procédure entendue depuis février par le ministère public de la Confédération. L'ex-ministre de Défense pourrait répondre de complicité de crimes contre l'humanité. Depuis 1962, l'Algérie n'a connu qu'un seul régime, un régime militaire. Ses décideurs, militaires et civils, vivent de façon bunkérisée. Nombre d'entre eux habitent de magnifiques villas dans la résidence sécurisée de Club des Pins. Ils ne sont plus en contact avec la population et ils parlent des Algériens en les qualifiant de bougnoul, comme s'ils identifiaient à de nouveaux pieds noirs. Plusieurs décennies après l'indépendance, ils ont complètement intégré les postures des anciens colonisateurs. Je termine cette intro avec la lettre de Jacques Vergès, ancien avocat du FLN, à ses amis algériens devenus tortionnaires. J'ouvre la parenthèse pour être tout à fait juste. Je veux bien considérer qu'il existe entre Massu et vous une vraie différence. Massu combattait dans un pays qui n'était pas le sien, des hommes qui lui étaient en tout point étrangers. Vous, dans votre propre pays, vous traitez en ennemis des hommes qui sont vos frères. Vous ne pourriez rien connaître de pire. Je vous plains sincèrement. Les maladies se transmettent par les chaises ayant assis sur les mêmes fauteuils des pieds noirs. Vous avez hérité d'eux les réflexes et pire, les modes de pensée.
Algérie, rétro-info de la semaine, donc on va essayer de revenir sur les thèmes qui ont marqué l'actualité de notre pays cette semaine. On aura 3 thèmes à débattre dans cette émission. On va commencer par la situation des détenus politiques. 16e jour de la grève de la faim, depuis donc le début de la grève de la faim. On va essayer de discuter de leur situation, mais aussi de la situation des droits de l'homme en Algérie, avec qu'elle sera avec nous, Maître Nabila Smaïr, pour nous éclaircir sur cette question. Mais aussi on aura le deuxième thème, comme aussi l'exode des médecins algériens, pas que les médecins algériens. Elle a été marquée aussi cette semaine par l'actualité algérienne, par 1200 médecins algériens qui vont quitter l'Algérie, des spécialistes qui ont eu l'examen d'équivalence et qui vont aller en France pour exercer leur métier. Pourquoi? Troisième thème de cette émission, on parlera du dossier de Nazar, qui va être écouté ou jugé même en Suisse par rapport aux crimes qui ont été commis dans les années 90. On parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. On va y revenir aussi sur ce thème. Mais avant de commencer, j'aimerais bien présenter mes invités. J'aurai le plaisir d'avoir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. C'est Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. مساء الخير سي ناصر، ومساء الخير على الزملاء الاخوه اللي شاركوا معنا، ومساء الخير على كل من يتابعنا. Barakallahu fik. On aura le plaisir d'accueillir aussi notre ami Jamal Gessoum, ex-candidat aux législatives algériennes, qui sera avec nous depuis Paris via Skype. Si Jamal, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Un bonjour aussi aux autres invités. Et puis un plaisir, c'est Nassar, de vous retrouver après un certain temps. Tout le plaisir pour moi, Si Jamal. Plaisir est partagé de vous retrouver aussi dans cette émission. On aura le plaisir d'accueillir Dr Kamal Daoudi, médecin et chirurgien, qui sort avec nous depuis Alger sur la question de l'exode des médecins algériens à l'étranger. Hassan Hiresh, analyste politique, il sera avec nous depuis Paris. Et professeur Mahmoud Senhadji, ancien professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts, analyste politique aussi. Et il sera avec nous depuis Rome, où il va essayer de nous expliquer un peu son action. Donc il y a une action demain, un sit-in à Rome, pour essayer de commémorer, si on peut dire, le contrat de Rome, Saint-Egidio. On aura aussi Maître Nabila Smaïl, avocate et militante politique, et je pense qu'elle est avec nous. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Maître. Allah yasselmek, marhaba bikoum, et merci de m'avoir invité, et bonsoir à tous nos auditeurs et vos invités. Merci beaucoup, Maître. Merci. Maître, je vais commencer cette émission avec vous, parce qu'on va commencer le premier sujet, les prisonniers politiques en Algérie, la situation des droits de l'homme, le 16e jour depuis le début de la grève de la faim, des détenus politiques. J'aimerais avoir votre analyse par rapport à cette situation. Vous suivez très bien ce dossier, Maître Nabila Smaïl. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à cette affaire? D'abord, ce qu'il y a de nouveau, c'est que les grévistes de la faim refusent d'arrêter la grève, malgré la détérioration de leur état de santé. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un déni total de cette réalité. C'est à croire que ce ne sont pas des Algériens, c'est à croire que ce ne sont pas nos enfants. Il y a un déni, il y a une volonté d'ignorer cette énième catastrophe humaine, parce que vous savez que les détenus d'opinion ont décidé d'entamer une grève de la faim parce qu'ils n'ont pas eu droit à un procès. Il y a des détenus qui sont en prison depuis plus de 8 mois sans avoir été auditionnés au fond. Ils sont en détention préventive et leur dossier ne bouge pas.
et les conditions carcérales sont des conditions pratiquement inhumaines. On a été jusqu'à dire que si on devait avoir le droit de faire visiter la prison de l'Harash, la première recommandation serait que cette prison soit fermée, parce qu'elle ne peut plus continuer à être ouverte pour recevoir, pour priver les gens de leur liberté et même de leur dignité, et pour cause. C'est pour ça que les détenus d'opinion ont décidé d'appeler la grève de la faim la grève de la dignité. Et ils ne veulent pas arrêter leur grève parce que c'est leur ultime moyen de faire entendre leur voix, parce que toutes les demandes qui ont été déposées par le collectif d'avocats ont été rejetées, notamment des demandes de liberté provisoire, des demandes pour accélérer le dossier. Parfois, on vous dit que les juges en charge de ce dossier sont atteints du corona. Ensuite, il y a un arrêt du travail judiciaire. Ensuite, il y a eu des transferts de juges vers les pôles spécialisés pour s'occuper des affaires de Mac et de Rached. Donc, vous savez, ils sont victimes d'un appareil qui se retrouve, qui s'écroule sous des dossiers fabriqués, des dossiers politiques pour lesquels on donne des connotations juridiques alors qu'il n'y a rien de juridique dedans. Quand nous avons accès au dossier, vous avez des articles de loi très lourds qui prévoient des peines très lourdes sans aucun fait, des présomptions ou des publications ou des intentions. Quand vous mettez quelqu'un en prison parce qu'il a appartenu au mouvement MAC, où il a fait un j'aime sur une publication de Rached, il est poursuivi par l'article 87. Là, il y a inquiétude, il y a péril en la demeure, et je pense que cette situation devrait interpeller tout le monde, y compris le pouvoir, parce que le pouvoir est en train d'ouvrir une porte sur un enfer. Parce que s'il continue à réprimer le peuple de la sorte, il a les foudres des instances internationales qui sont en train de s'abattre sur lui. Très bien. Sur cette question, Maître Nabil Esmaïl, juste pour rappeler, donc, on aimerait aussi avoir un peu d'éclaircissement par rapport à cette question. En effet, le 27 décembre dernier, des experts des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont adressé une communication au HCDH, au Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, dans laquelle ils accusent le régime algérien d'instrumentaliser politiquement le terrorisme pour réprimer les libertés publiques. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu... Je n'ai pas entendu la question. Très bien. Maître Nabil Esmaïl, le 27 décembre dernier, des experts et des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont adressé une communication donc, au commissariat des droits de l'homme de l'ONU dans laquelle ils accusent le régime algérien d'instrumentaliser politiquement le terrorisme pour réprimer les libertés publiques. Écoutez, d'abord, sans attendre qu'il y ait un rapport de la Commission des Nations Unies ou une interpellation de l'extérieur, parce que c'est ce genre de comportement qui nous attire les ingérences étrangères. Quand vous avez signé des conventions qui respectent le droit à la pratique politique, qui respectent, quand vous avez signé et ratifié le pacte international des droits civils et politiques, vous devenez, les instances internationales se doivent de vous interpeller quand il y a violation de ce pacte. Et quand vous avez l'article 171 de la Constitution qui exige des magistrats qu'ils appliquent les conventions internationales avant même la loi interne, il y a lieu d'interpeller le pouvoir quand il y a des exactions et quand il y a de graves dérives, de graves violations de l'action politique. Maintenant, ce qui est en train de se passer en Algérie est en train d'ouvrir la porte vers des ingérences, vers des rapports négatifs. Donc pourquoi continuer à réprimer un peuple pacifique? Pourquoi l'accuser de faits graves qui ne sont pas avérés? Pourquoi amender le code pénal par ordonnance du président? Or que la Constitution qui est faite par le pouvoir prévoit que tout ce qui touche aux libertés doit être l'œuvre de l'Assemblée populaire. Le président de la République légifère par ordonnance en cas de nécessité. Or, lui, il a amendé
le code pénal, l'article 87, il l'a amendé en juin, le 4 juin 2021, 4 jours ou une semaine avant les élections législatives, auxquelles le peuple n'a pas participé. Donc pourquoi il y a cette précipitation d'aller instaurer des textes aussi dangereux, aussi des textes liberticides, qui limitent le champ politique et l'action politique? Donc il est tout à fait normal que les instances internationales tirent la sonnette d'alarme en disant « mais où va ce pouvoir ? Pourquoi il réprime? Pourquoi il accuse un peuple pacifique d'actions terroristes qui visent justement à empêcher le peuple de s'occuper de la chose politique et d'exercer un droit qui est un droit constitutionnel ?» Donc maintenant, la Commission des droits de l'homme, qu'elle fasse son rapport est une chose. Mais Amnesty International aussi a rendu public un rapport noir sur la répression que subissent les acteurs politiques, tels que Fethi Gharras, tels que les partis politiques qui sont menacés de dissolution. On ne peut plus continuer à aller vers le mur. Maintenant, il est temps que ce pouvoir ouvre le champ de négociation vers une sortie politique. Très bien. Restez, on va y revenir sur les solutions, Nabila Smaïl. Mais j'aimerais donner la parole aux autres invités. Mais avant de leur donner la parole, on va écouter juste le cri de colère d'une maman d'un détenu, la maman de Kamel Larbaoui. On l'écoute et je reviens à mes invités. أنا نحب ولدي تفهموني على ما هديتوني ولدي كما هكا. أنا راني قاصرة ومريضة. هو اللي يخدم عليا، هو اللي يقبض فيا، هو اللي يديني الطبيب، هو اللي يجيبني، هو اللي يجيب لي الماكلة. عند رجليا شكون اللي يبين؟ عندي بنتي متزوجة ولادها برجلها، وانا وحدي عايبة نجيني من الشخراء، راني نروح نحبي حاشاكم وحاشاك دوركم، حاشا من قبلني لي فيس، راني نروح نحبي عيديا ورجليا بعد ندخل للطواليت، راني استطب نصلي ما نقدرش. أنا حاكمين لي قلت على حاكمين فهموني قلت ما حاكمين جابوه لي من الدار ولا ما عملوش خلاص. ما عندي ولاد لا عندي غير ربي يقول لهم مسؤول. راني نبات وحدي مكبوبة مريضة نبات وحدي كنت نموت وحدي. راه فهموني عودي واش مسبب لي حاكمين وسيبوا لي ولادي سيبوهم لي كل هذا بولادهم هذا يتمرطوا هذا يربك سيبوا الاولاد راهم مظلومين اصبحت نبكيو عليهم سيبوا لي ولدهم محمد جاب لي وليداتي الكل نريد كالعبيد لا نريد Mohamed Khalfaoui, réaction sur la vidéo ou sur quoi? Sur le cri de détresse de la maman, sur cette situation des droits de l'homme, situation des détenus politiques bien sûr, 16e jour depuis le début de la grève de la faim. Quelle est votre réaction face à cette situation, Mohamed Khalfaoui? Bon, pour ce qui est des détenus et pour leur action finale, malheureusement, parce qu'il ne leur restait que cette option pour refuser de situation, refuser ce qui a été décidé pour eux. Dernier recours, c'est aller vers la mort, disparaître à petit feu, avec les moyens qu'ils peuvent utiliser, la grève de la faim. C'est douloureux, ça fait à dire, bon, il faut appeler à la raison. D'abord, le maître Nabila nous a appris que les gens n'ont même pas été jugés. Et ça, c'est une exaction, c'est un excès. Un excès qui n'est pas acceptable. 8 mois, c'est un peu trop. Parce que donc, au minimum, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les juger pour 8 mois ou une année de prison. Et donc, leur casier judiciaire sera en conséquence sali, je dirais. Bon, mais on ne connaît pas. Donc, ce qui il y a un appel, le pouvoir, c'est de prendre en considération, de revoir un peu ces décisions ou là, ce comportement,
de la justice vis-à-vis de ces détenus, en particulier ceux qui n'ont pas été jugés. Là, il faudrait qu'ils sachent pourquoi. Ensuite, faire en sorte de les maintenir en vie, c'est-à-dire c'est-à-dire répondre à ces prisonniers, à ce qu'ils communiquent à travers cette grève de la faim, donc cette direction prise vers le cimetière, quoi. Bon, maintenant, s'agissant de la maman qui implore, là, qui se demande pourquoi son fils n'est plus avec elle, certes, bon, vous savez, nous savons ce que c'est le cri des mères, l'appel des mères, mais là, il ne faut pas qu'il y ait un mélange de la chose, c'est-à-dire العاطفة من جهة الأخرى لا يصبرها لا يطلق سراح ولدها وسراح ولد كل أمهات الجزائر. Et je ne peux pas dire plus. C'est vrai que, quelle que soit la raison, elle, le fait qu'elle soit sûre qu'elle appelle, j'ai compris qu'elle est handicapée également. Oui, là. Et que son fils était en charge de. Il était en charge d'elle. Non, écoutez, en charge de sa famille, ok, c'est douloureux. Vous savez qui s'adresse à vous, celui qui a vécu avec sa mère. Le père étant parti très tôt, trop tôt. Donc je comprends. Mais ceci étant, vous savez, il y a eu des criminels de mafia qui ont fait de gros crimes et qui ont laissé leur famille seule. Bon, mais la comparaison n'est pas du tout à sa place, mais juste pour dire qu'il y a la responsabilité des autres aussi. Il faut prendre ses précautions, ses responsabilités. Partir comme ça, laisser sa famille. Maintenant, pourquoi il est en prison, là aussi, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une hukm ta'assufi ou il a autre chose? C'est une autre histoire. On souhaite à tous les prisonniers que tous les prisonniers soient libérés, soient jugés d'abord, puisque c'est comme ça. Et si je suis en prison, vous devez me juger. Vous n'allez pas me lâcher comme ça, mais j'accepte pas, quoi. Vous me jugez. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais vous répondre. Donc, que le jugement se fasse le plus tôt possible, c'est inadmissible, c'est inacceptable. On ne peut pas valider un truc pareil. Non, il faut aller vers les solutions justes, vers les solutions durables, vers une certaine réconciliation pour libérer ces jeunes qui, si j'ai bien compris, c'est les détenus d'opinion politique. Oui. Et là, bon, chacun a son opinion et personne ne doit imposer à l'autre ce qu'il pense. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Jamal Ghessoum, je vous donne la parole, si Jamal. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation des détenus politiques? Il y a plus de 22 détenus qui ont commencé donc, la grève de la faim. Ça fait 16 jours depuis le début de la grève de la faim. Des organisations internationales qui ont interpellé l'Algérie face à cette situation. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation des détenus politiques? Alors, elle est double, voire triple. Tout d'abord, vous avez bien fait de me tendre la perche en parlant des organisations et des instances internationales. Celles-ci, de mon point de vue, et en tout cas, vous avez publié Amnesty International, ne sont pas crédibles, en tout cas, pour donner des leçons à l'Algérie, puisqu'il se passe des choses à l'étranger qu'elle ne déclare pas. Donc, de ce point de vue-là. Mais je tiens à revenir sur le problème, je dirais, algéro-algérien sous deux angles différents. Tout d'abord, et je pense que M. Khelfaoui a dit en substance ce que personnellement j'en pense. Tout d'abord, il a dit que, bien évidemment, il ne sait pas pourquoi il est en prison. Donc là, cette question reste posée. Ensuite, la question de l'émotion face à une mère, et n'importe quelle mère, quel que soit le fils qu'elle aurait, serait émue qu'il soit en prison et qu'elle demande sa libération. Ça, c'est quelque chose de tout à fait évident. Sur la question juridique, il me semble que, même M. Khelfaoui en a parlé succinctement, sur moi ce que j'appellerais, et la justice, c'est aussi mon domaine, a un droit à être jugé dans un temps qui soit acceptable. Et là, ça me renvoie à deux options que je dirais centrales. Tout d'abord, il y a l'option de l'amateurisme. En Algérie, il est forcé de constater que dans tous les champs d'application,
quel qu'il soit, et nous allons pouvoir aussi en reparler sur la fuite des cerveaux, sur le fait qu'il y a d'abord un amateurisme grandissant en Algérie dans tous les champs d'application. Il n'existe pas un domaine où, en Algérie, les décideurs ne sont pas des amateurs. Ça, c'est inquiétant. Il y a aussi le côté détenu d'opinion, et vous en avez parlé, et Maître Nabila Asmaïl en a parlé également. Alors, je ne lis pas dans la mare de café pour savoir si les détenus dont il est question, et en l'occurrence, celles et ceux qui ont fait une grève de la faim, quelles sont les affaires individuelles qui les concernent et qui les ont amenés à une grève de la faim. Toujours est-il que lorsque des institutions, notamment judiciaires, que je connais très bien, sont solides, professionnelles, on n'arrive jamais à ce genre de situation. Par conséquent, quels que soient les faits qui leur sont reprochés, et j'ai travaillé 10 ans en prison, j'ai un petit peu d'expérience en la matière, si on arrive à de tels résultats, c'est que forcément il y a ou amateurisme, ça c'est une évidence, et ou, deuxième option, la question de faire taire des gens. Oui, donc cette option, elle est tout à fait possible et tout à fait plausible. Et donc, on en revient à l'essence même du mode de gouvernance. Jamal Ghassoum, vous savez très bien que ces personnes qui sont en prison, c'est des personnes qui n'ont pas commis des crimes, de délits. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Nabila Asmaïl, elle peut confirmer ça. Elle est au courant des dossiers. Elle va nous éclairer par rapport à ça. Mais vous savez très bien, Jamal Ghassoum, que c'est des personnes qui ont exprimé leur point de vue par rapport à la situation politique algérienne et surtout par rapport à ce régime et qui se retrouvent emprisonnés, donc jugés. Et c'est pour ça qu'on les appelle les prisonniers politiques, des prisonniers politiques ou des prisonniers d'opinion. Juste une question par rapport donc aux instances internationales. J'ai vu que ça vous cause problème que les instances internationales, s'agissant de cette affaire, interpellent le pouvoir algérien. Pourquoi ? Non, alors ça ne me gêne pas que des instances internationales crédibles et qui interviennent en tout point du globe et dans les pays dits démocratiques, si elles s'élèvent contre des faits, je ne vois pas de problème à ce qu'elles s'élèvent et qu'elles pointent l'Algérie sur ses déficiences et ses défaillances. Le fait qu'elles pointent l'Algérie n'est pas un problème en soi, si les faits, que les faits sont avérés ou pas. Simplement, je dis qu'il y a des instances internationales, et j'ai une expérience internationale qui me fait dire qu'il y a des instances qui sont sélectives, partielles et partiales. Et les pratiques qui sont en Algérie maintenant, on est en train de parler des détenus politiques. Ces pratiques, est-ce qu'elles sont dignes, Jamal Ghassoum, de cette Algérie nouvelle qui nous a été vendue par Tebboune et compagnie? Alors, il y a effectivement une confrontation d'idées, une confrontation de concepts qui tend à dire que le concept de la nouvelle Algérie ou de l'Algérie nouvelle ne coïncide bien évidemment pas à ce genre d'acte ou d'action. Et je l'ai dit dans mon introduction, Sinasser, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le fait que... Il n'y a pas de fumée sans feu, qu'est-ce que ça veut dire? Essayez d'exprimer comme ça, on aura plus de... Qu'est-ce que cela veut... Est-ce que ces gens-là qui sont en prison sont coupables, vous voulez dire? Non, je ne peux pas juger. Je dis que je ne connaissais pas le dossier. Comment pourrais-je juger? Je dis qu'il n'y a... Non, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, expliquez-vous. Il n'y avait pas de fumée sans feu dans le sens où, si des gens vont jusqu'à la grève de la faim, c'est qu'il y a bien une maltraitance institutionnelle, une maltraitance politique quelque part. Donc je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui peut à un moment donné légitimer le fait que ces gens se mettent en grève de la faim, même si je ne connais pas les dossiers individuels. Donc vous avez compris le contrat de ce que je veux dire. Oui, très bien compris, Jamal Ghassoum. On va donc essayer de redonner la parole à Maître Nabila Asmaïl. Maître Nabila Asmaïl, pour nous éclaircir un peu sur le dossier, surtout pour Mohamed Khelfaoui qui est avec nous et aussi Jamal Ghassoum, de quoi ils sont accusés, ces prisonniers? Maître Nabila Asmaïl? Est-ce qu'elle est avec nous, Maître Nabila Asmaïl?
je pense qu'on l'a perdu. On va essayer de l'avoir très rapidement avec nous. Mohamed Khelfaoui, je reviens à vous. Donc, quand on voit ces pratiques, bien sûr, on se demande des slogans qui ont été lancés au début de la venue de Abdelmadjid Tebboune, cette Algérie nouvelle, des pratiques nouvelles. On a parlé aussi de la jeunesse. Et bien, on voit malheureusement, on se retrouve face à une Algérie qui n'existait pas même dans le temps de Bouteflika. Quand on revient un peu en arrière, on se dit il y a des gens maintenant qui sont peut-être qui regrettent entre guillemets les temps de Bouteflika. Mohamed Khelfaoui. Il n'y a pas de question là. Vous me demandez de donner un constat. Je vous donne mon constat. Et il n'y a qu'à faire le bilan de ces 2 années. Et le bilan est loin d'être celui qui a été déclaré, qui a été toute une propagande, une mise en œuvre de la presse et des communications pour cette Algérie nouvelle. En fait, nous ne le voyons pas. Cette Algérie nouvelle, si je dois voir du côté du pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait, hormis les élections, les différentes élections, et quelques désignations de personnalités à des postes ici et là. Sur l'autre plan, je ne vois pas. Par contre, sur les catastrophes, nous en avons eu, puis des incendies ou la pénurie de l'eau potable s'entend. La crise sanitaire. La crise sanitaire. Oui, la crise sanitaire, l'absence d'oxygène, ce dont souffre le citoyen de manière générale. Moi, personnellement, ce n'est pas satisfaisant. Vous ajoutez à certaines déclarations ici et là qui, parfois, nous laissent nous demander est-ce que c'est sérieux, pour le moins. Est-ce que c'est sérieux? Certaines déclarations parvenues, enfin, de la part de responsables, de hauts responsables, ça m'a parfois inquiété. Mais Bikoul Saraha, ça m'a parfois inquiété, je le dis en toute honnêteté. Et c'est pour cela que le constat final, c'est que, on le dira, au lieu d'aller vers la répression, il n'y a que les hommes qui ont peur du raisonnement qui optent pour la répression. Quand bien même on va vers cette répression, mais il faut qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace pour pouvoir apporter une solution. Or là, depuis 2 années, la police est dans les rues. En tout cas à Alger. Vous ajoutez la gestion de la population, la gestion des masses à travers les pénuries. Et ça c'est connu, les gens sont à la recherche de la survie. De la survie, vous ajoutez la flambée des prix incontrôlables parce que vous allez au marché, aujourd'hui vous trouvez des prix, demain vous en trouvez d'autres, etc. Donc, si je dois dire quelque chose, c'est qu'on n'a rien vu encore. Maintenant, ajouter à tout ça ce qui a été déclenché vis-à-vis, est-ce notre faute ou la faute des autres? Moi, je pense que c'est la faute des autres. Tout ce qui est un peu du voisin de l'Ouest, du Sud, de l'Est, tout ça nous met dans une situation où, pour le moins, on s'interroge où va notre pays. Est-ce qu'on doit rester les bras croisés? Moi, je dis non, on ne peut pas laisser les bras croisés parce que l'Algérie appartient à tout le monde et nous sommes donc interpellés tous, comme nous sommes, pour sauver notre pays. Très bien, restez avec nous Mohamed Khelfaoui. Avant de revenir à Jamal Gessoum, je pense qu'on a avec nous encore une fois Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien, merci Maître. Je sais qu'il y a des problèmes de connexion, de réseau, malheureusement. Absolument. Maître, je ne sais pas si vous avez entendu ma question juste avant de vous avoir perdu. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, vous m'aviez demandé quels sont les chefs d'inculpation. Absolument, voilà. Donc on veut comprendre, parce que Jamal Gessoum il dit qu'on ne connaît pas les dossiers, donc on ne peut pas trancher par rapport à cette... Écoutez, mis à part les avocats et les juges, personne d'autre ne peut connaître les dossiers. Personne n'a accès aux dossiers judiciaires
mis à part ceux qui ont le droit de le faire, c'est-à-dire les avocats et les magistrats et les procureurs. Mais principalement, il faudra savoir qu'il y a deux catégories de détenus d'opinion. Il y a la catégorie des jeunes du Hirak, des activistes du Hirak, qui ont été arrêtés et qui n'ont pas été jugés depuis 8 mois, surtout ceux qui sont poursuivis de Messirat Tassaïd. Ils les ont, Messirat Tassaïd, c'était ceux qui demandaient à sortir les vendredis et les samedis. Donc ils sont poursuivis ils sont poursuivis pour tahrir, pour حرب على التجمهر، إهانة هيئة نظامية، beaucoup المسس بالوحدة الوطنية. Donc c'est un peu tout ça. Il y a la deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont poursuivis par l'article 87 bis. C'est-à-dire ceux qui sont poursuivis soit quand ils portent une barbe ou un qamis ou un hijab, c'est Rachid. Quand ils sont de la Kabylie, c'est MAC. C'est le MAC. Donc, c'est un peu ça. Et parce que ces prévenus-là, ces détenus, estiment qu'ils n'ont fait aucun acte terroriste et qu'ils n'ont appelé à aucun acte terroriste ou à l'utilisation de la violence, donc ce sont ces catégories-là qui ont décidé de faire grève de la faim. Parce qu'ils rejettent les accusations. Ils les rejettent catégoriquement. Et ceux qui n'ont pas été jugés et qui sont des activistes du Hirak rejettent aussi les accusations et estiment que le fait d'être un acteur du Hirak qui a été constitutionnalisé, ils estiment que ce n'est pas un crime. Le fait d'avoir demandé le changement pacifique du régime et un véritable exercice de la chose politique et une véritable participation à la question politique, ce n'est pas un crime. Ces jeunes-là qui sont vraiment jeunes et qui sont en train d'apprendre ce que c'est que de pratiquer la citoyenneté en ayant un mot à dire et le droit de choisir ses institutions et de choisir son président et de choisir ses élus, ils sont en prison avec des chefs d'inculpation qui ne collent à aucun fait. Le seul fait qu'ils ont commis, c'est d'avoir espéré que grâce à la révolution du 22 février 2019, il y aurait un changement pacifique et une ouverture réelle et un droit à la parole et un droit à instaurer des institutions légitimes. Donc, pour ceux qui pensent que la carte des détenus est une carte qui est jouée par des opposants, ça c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. C'est sous-estimer l'intelligence de cette jeunesse. C'est vraiment sous-estimer la force de cette jeunesse qui a décidé de se battre pacifiquement pour avoir des droits politiques. Parce que j'entends par-ci, par-là que non, c'est les opposants qui exagèrent. Il y a des incitations, il y a des gens derrière cette grève de la faim. Et est-ce que réellement ils sont en grève de la faim? Nous avons sur les bras une bonne quarantaine de jeunes qui pourraient mourir parce qu'ils ne veulent même pas entendre le cri de leur famille et des avocats qui essayent de leur dire que ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à provoquer un changement. Et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout au détriment de leur vie. Et comme je disais tout à l'heure, si l'Algérie, qui a ratifié beaucoup de conventions internationales relatives aux droits humains et aux droits de l'homme, pouvait ouvrir les portes des prisons aux instances internationales, le monde entier verrait pourquoi ces jeunes ont décidé d'entamer une grève de la faim. Surtout Al-Harrach. Et quant à ceux qui considèrent que faire un communiqué ou déclencher ou que des commissions de droits de l'homme des Nations Unies interpellent le pouvoir algérien, s'ils considèrent que c'est de l'ingérence, moi j'ai toujours dit, et je ne le répéterai jamais assez, que la question des droits de l'homme n'a pas de couleur, n'a pas de frontières, n'a pas de limite. Très bien. La question des droits de l'homme est une question universelle. Très bien. Maintenant, Nabila Smaïl, restez avec nous.
Anam, restez avec nous, Maître Nabila Smaïl. Je sais que vous êtes en route et je vous remercie pour cet effort de rester avec nous dans cette émission. Jamal Ghassoum, est-ce que vous voulez rebondir? Vous avez entendu la réponse de Maître Nabila Smaïl. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ce que vous avez entendu? Alors, j'ai toujours eu pour coutume, et de par mon expérience, notamment dans les milieux carcéraux, c'est de dire qu'il n'y a pas de droit sans savoir ni intelligence. En tout cas, j'ai entendu Maître Nabila Smaïl qui m'a, pour le coup, tout à fait éclairé lorsqu'elle a dit que personne ne connaît les dossiers, sauf les avocats et les juges, ce qui est une réalité. Et donc, on nous demanderait, le haut personnel, de croire donc les déclinaisons qui ont été faites sur parole. Hein. Et donc, je ne peux pas, pour ma part, et dans ces cas-là, je le réaffirme, je ne connais pas les dossiers, étant aussi un membre de droit dans les institutions judiciaires françaises. Je dis simplement que je ne connais pas les dossiers, donc je ne peux pas m'exprimer, si ce n'est que sur le versant politique de la chose. Mais quand il y a le droit, il y a le savoir, il y a l'intelligence, il y a la mise en place d'une action de réflexion et de dire, voilà, je ne connais pas les dossiers, et donc je m'abstiens, ni je dis c'est bon, ni c'est mauvais. Étant un pragmatique, c'est comme cela, en tout cas, que j'approche la chose. Il y a deux aussi éléments qui me paraissent tout à fait importants, c'est la question du droit et la question, je dirais, non pas du droit humain, mais la question humaine qui, de mon point de vue, doit être traitée avant cela. Sur la question, et Maître Nabila Smaïl a parlé de personnes qui ne sont pas jugées depuis 10 mois. C'est une catastrophe. En France, et j'ai eu 1076 détenus en charge. Ce n'est pas peu. En France, le mandat de dépôt est limité à 5 ans. J'ai eu affaire à des détenus qui étaient libérés 24 heures avant la 5e année pour être réincarcérés le lendemain. Donc il y a évidemment des malfaçons, mais je le dis et je le répète. L'amateurisme des institutions algériennes et notamment judiciaires m'exaspère et que, en finalité, des gens, des détenus, d'opinion ou pas, payent d'abord le prix de cet amateurisme et de cette catastrophe qui fait que toutes les institutions algériennes, et là ça pose plus largement la question de la gouvernance, et ce dans tous les domaines, et quand c'est judiciaire, c'est encore pire. Donc, quand vous parlez d'amateurisme, Jamal Ghassoum, oui, alors que beaucoup d'observateurs algériens parlent de politique du régime, ça veut dire c'est une politique qui est exercée, c'est pas de l'amateurisme des personnes qui exercent dans le secteur de la justice. Non, j'ai bien dit, sinon ça tout à l'heure, j'ai bien précisé qu'il y a deux aspects. Il y a la question de l'amateurisme qui est grandissante, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a encore des règlements de compte. On l'a vu lorsque vous aviez un ministre de la Justice qui voulait faire incarcérer tout le monde et qui disait cette fameuse phrase jusqu'au bout, donc Zermati, on voit très bien que cette façon de faire, cette façon ignoble de pratiquer la justice continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a un nouveau ministre de la Justice, mais un ministre de la Justice ne va pas remplacer les milliers de juges qui se trouvent sur le territoire national et qui continuent avec les mêmes réflexes qu'il y a 20 ans. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que l'amateurisme, ce qui excuserait quelque peu la justice. Non, absolument pas. Très bien, mais on sait très bien qu'en Algérie, Jamal Ghassoum, et ça c'est tous les Algériens qui le savent, et vous êtes Algérien vous-même, que le ministre de la Justice, c'est pas lui qui décide. Les Algériens ont scandé Adalat téléphone. On sait très bien que le système politique en Algérie ne veut pas d'ouverture, ne veut pas de changement, et c'est pour ça que ces jeunes ou ces personnes, elles sont en prison. C'est parce que même Maître Nabila Smaïl l'avait précisé. Je ne peux pas conclure. A dit que ces personnes étaient actives dans le Hirak, c'est des hirakistes. Mais excusez-moi, c'est Nasser. Si une personne qui était dans le Hirak commet un acte délictueux qui n'a rien à voir avec le Hirak et qui est incarcéré, alors il serait, je dis bien au conditionnel, je ne juge pas, il serait connu pour des faits de Hirak, mais comme Maître Nabila Smaïl l'a bien précisé, il n'y a que les avocats qui connaissent et les juges qui connaissent le dossier. Donc voilà. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Pragmatique sur le sujet. Restez avec nous. On a été Hassan Hirash, Monsieur Hassan Hirash, qui nous a rejoint, analyste politique, qui est avec nous depuis Paris. Hassan Hirash, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hassan. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités.
Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci, Monsieur Hassan Hirish. Sur cette question de détenus politiques, Hassan Hirish, quelle est votre lecture par rapport à la situation? On parle aujourd'hui du 16e jour depuis le début de la grève de la faim. Une situation, bien sûr, qui est alarmante parce que des prisonniers politiques qui risquent de perdre leur vie en continuant donc cette grève de la faim. Comment peut-on la qualifier, cette situation, Hassan Hirish? Malheureusement, c'est une situation qui voit la répression prendre des proportions totalement insupportables. Nous avons une gouvernance judiciarisée, une gouvernance pénale, une gouvernance de punition. Et malheureusement, ça va un peu crescendo ces 2 dernières années. Mais encore une fois, je l'ai dit souvent sur votre plateau, c'est un système malheureusement qui broie ses enfants, qui a été installé depuis l'indépendance à ce jour. Aucune période en dehors de la petite récréation de 1989-90, rien n'a été épargné aux Algériens. C'est un système qui broie les Algériens. Là, dans le cas que vous soulevez, il s'agit évidemment d'une injustice totalement injustifiée contre des Algériens qui ont exprimé leurs opinions, qui ont exprimé des positions politiques, qui ont fait des propositions, des projets de société, des projets politiques, qui ont proposé tout simplement une autre gestion de l'administration algérienne. Donc il n'y a pas à tergiverser, tourner autour du pot. Il s'agit tout simplement d'incarcération injustifiée sur des dossiers préfabriqués et nous n'avons pas encore connu un seul de ces prisonniers qui aurait commis, on l'aurait su à ce moment-là, qui aurait commis des délits, puisque souvent, on leur reproche d'ailleurs des publications qui datent de 6 mois, 1 an, des positions politiques qui datent de 6 mois, 1 an, etc. Donc, c'est une continuation, Sinassar, qu'on a vécu avec Ben Bella, Boumedienne, ça s'est accéléré avec Boumedienne, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'Algérie est malheureusement atteinte par ce virus de gouvernance pénale et on peut Hassan Hirish, excusez-moi, Hassan Hirish, la fin décembre dernier, donc le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a accusé le régime algérien d'instrumentaliser politiquement le terrorisme pour réprimer les libertés publiques. Est-ce que vous pensez que l'apport, si on veut dire, ou des instances internationales qui accusent le régime algérien peut changer la donne ou peut faire pression sur le régime d'arrêter donc ces pratiques? Malheureusement, quand il s'agit de ce genre de régime, je n'y crois pas trop. On l'a vu avec la Chine, la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Égypte, etc., des régimes dictatoriaux où les instances internationales ont beau réagir, et malheureusement, ça n'a aucun effet sur la réalité. Ceci dit, il est extrêmement important que, effectivement, il y ait une position de principe, qu'on rappelle à l'ordre moral tous ces gouvernants qui écrasent leur peuple et qui utilisent à la fois les services de renseignement, la justice, la police, parfois même l'armée, pour casser le mouvement d'émancipation des peuples, que ce soit au niveau politique, syndical, culturel, linguistique, etc. Donc, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est extrêmement important que, effectivement,
ils puissent prendre position. Et pour ce qui concerne l'Algérie, malheureusement, ils ont tardé à réagir parce que ça fait maintenant des décennies que les Algériens sont mis en prison pour des raisons absolument farfelues. Et nous avons vu d'ailleurs parfois, comment dire, des cas extrêmement graves. Très bien. Avons vu à l'inverse, Sinassar, à l'inverse, des condamnations qui ont été effacées dès le lendemain parce qu'il s'agit de barons du régime auxquels on a pardonné des choses impardonnables. Très bien. On revient aussi sur l'affaire Nazzar. Mais très rapidement, Hassan Hirash, parce qu'il nous reste 2 thèmes, il faut accélérer un peu. Donc, la mobilisation, il y a un manque de mobilisation face à la détresse des détenus politiques. Hassan Hirash, il y a une partie qui reproche donc ce manque de mobilisation de l'élite, des partis politiques, des associations qui défendent les droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de mobilisation face à cette affaire? Écoutez, vous savez, on peut toujours faire plus et faire mieux, ça c'est évident. Mais ce que je vois, c'est qu'à travers déjà votre chaîne, à travers des réactions d'un certain nombre d'associations qui défendent les droits de l'homme, etc., je vois des manifestations un peu partout qui s'élèvent contre des mesures totalement arbitraires. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une démobilisation de ce côté-là, mais il est vrai qu'on peut toujours faire plus et qu'on peut toujours faire mieux. Moi je pense qu'aujourd'hui l'Algérie devrait vraiment réfléchir, les dirigeants algériens devraient vraiment réfléchir et faire face plutôt à des problèmes extrêmement graves dans une situation mondiale extrêmement instable. Et je crois que l'heure n'est pas d'arrêter des gens comme Hamoud Boumdine, comme comme tous les militants. Voilà, comme tous les militants associatifs ou de partis politiques et de faire pression sur le RCD, l'UCP, l'OST, etc. Franchement, cette gouvernance carcérale, de culture carcérale, vraiment est à mettre complètement à la poubelle de l'histoire et passer aux choses sérieuses. Moi, j'ai toujours dit, et d'ailleurs les propos de M. Khelfaoui le montrent très bien, même si lui il n'est plus évidemment il est à la retraite. J'ai toujours dit qu'à l'intérieur du système il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous parce que ils ne peuvent rien dire, ils peuvent même pas s'exprimer et ils voient sous leurs yeux un système auquel ils appartiennent, un système broyé des Algériens qui mérite au contraire très souvent d'être honorés parce qu'ils défendent les intérêts supérieurs de leur pays. Très bien. Reste avec nous, Hassan Hirash. On va essayer de passer donc au deuxième thème de cette émission très rapidement. Donc le thème qui concerne, c'est l'exode des cerveaux algériens. Donc on a appris cette semaine le départ de 1200 médecins algériens spécialistes en France qui ont quitté l'Algérie. Juste cette intro et on revient très rapidement à mes invités. Avant de commencer donc avec Dr Kamel Daoudi, qui est médecin mais aussi chirurgien, qui est avec nous depuis exactement Tizi Ouzou. Avant de lui donner la parole, on écoute l'ancien doyen de faculté de médecine. Ces déclarations, bien sûr, on se rappelle, il les a fait en 2021, novembre 2021. Un mois après, il a été limogé. On écoute l'ancien doyen de faculté de médecine. Nous sommes ici dans la faculté de médecine d'Alger où nous subissons depuis
début juillet, de très très grandes difficultés d'alimentation en eau. Ce qui fait que, malheureusement, nos étudiants, qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien, ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de vouloir m'exprimer là-dessus, je me suis longtemps et beaucoup posé la question, est-ce que c'est une opportunité pour le faire ou pas? Et finalement, j'ai décidé de sauter le pas, de me jeter à l'eau, encore une fois à l'eau, pour en parler, parce que la situation est grave et les actions à entreprendre sont urgentes. Toujours sur le problème de l'eau. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons les pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. Il dit, il faut que nous parlions de tout ça parce que nous allons vivre ensemble, nous allons partager ces difficultés, nous allons partager ces angoisses, donc il faut qu'on puisse les prendre en charge ensemble. Et nous faisons appel aujourd'hui, solennellement, au pouvoir public pour nous aider à trouver des solutions à cette situation, je ne veux pas la qualifier, à cette situation difficile à vivre, et en particulier pour tous les étudiants qui sont chez nous quotidiennement. Et je vous rappelle qu'ils sont en moyenne une dizaine de milliers. Professeur Lakhdar Green, que vous avez entendu là, c'était un cri de détresse de la situation de la faculté de médecine à Alger, où il y a presque 10 000 étudiants. Malheureusement, il a été limogé un mois après ce cri de détresse. On a avec nous Dr Kamel Daoudi, médecin chirurgien, qui est avec nous depuis Tizi Ouzou exactement. Docteur, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, c'est Nassar. Merci. Merci, docteur. Si on va commencer juste très rapidement avec la question donc, de l'exode des médecins algériens à l'étranger. On a appris donc cette semaine le départ de 1200 médecins algériens. Ce n'est pas des médecins généralistes, c'est des spécialistes qui vont quitter l'Algérie donc, pour s'installer en France. Comment peut-on décrire donc cette situation, docteur, surtout que vous êtes dans le domaine? Je vais vous faire aussi faire écouter les déclarations de Ben Bouzid, le ministre de la Santé. Mais avant de vous faire écouter donc les déclarations de Ben Bouzid, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce nombre extraordinaire qui est parti. Vous savez, c'est Nassar, moi je le considère comme, je peux le considérer comme un événement parce que c'est tous les jours qu'il y a un exode de praticiens, de médecins, tout corps confondu, de paramédicaux, d'architectes, qui vont. Ça y est, c'est le désarroi dans notre pays. Hadi wahda. Deuxièmement, donc je vous dis, comme j'ai dit, mais aussi d'un côté, ça fait mal au cœur que la crème de la société partent ailleurs pour que pour que d'autres cieux pour que les autres profitent de son savoir, de ses compétences, de ses services. Donc vous voyez, on doit arrêter cette politique de santé à deux façades. C'est ça, je vous le dis. Cet exode est une des conséquences de l'échec, je sais pas, de l'échec de la politique de santé depuis des décennies. Je vous le dis, la politique de replâtrage. Toutes les décennies, on monte ça, on fait ça. Tout ça était faux. Parce que si la politique de santé a été, comment dirais-je, évaluée sur ces vrais paramètres, on ne serait pas arrivé à cette situation. On aurait aimé que le praticien qui est dans les lieux les plus désertiques, comme ils appellent ça, les zones d'ombre, soit un partenaire dans les assises de santé qui se sont produites il y a quelques jours. Alors que on n'a même pas de résolution sur ces assises. Et pourquoi, politique de façade... pourquoi ces médecins partent Kamel Daoudi, politique de façade arrêtée. Docteur, pourquoi ces médecins partent?
pourquoi les médecins donc quittent l'Algérie? Qu'est-ce qui les fait quitter? Ben Bouzid dit que c'est un phénomène qui ne touche pas seulement l'Algérie. Il a parlé de l'Inde. Dr Belhadj, qui est aussi à Mustafa Bacha, il a donné, il a dit que la raison, quelques raisons, comme quoi c'est socio-économique. Est-ce que vous pensez que la raison des médecins algériens qui quittent l'Algérie sont des raisons socio-économiques ou plus profondes que ça? Moi, personnellement, Nassar, on a déjà discuté en aparté. Je vous ai dit, moi, personnellement, je pouvais partir pour d'autres cieux. L'essentiel que je vive dans un cadre plus agréable. Professionnellement. Hein. Alors là, je ne peux pas être du même avis que les personnes que vous avez citées. Ce n'est pas par animosité ou quoi, mais je vous dis la logique est que ces praticiens qui sont partis, c'est comme des autres spécialités, hein, des architectes, des ingénieurs en pétrochimie, ils vont ailleurs pour vivre mieux, être dans un cadre respectueux, respectable et dans des conditions de travail les plus peut-être basiques. Le basique tend à disparaître chez nous dans la pratique de la médecine. Le basique, je vous dis, tend à disparaître. Imaginez-vous, vous êtes praticien, vous avez un malade devant vous, pour que vous puissiez évoluer, avancer dans votre diagnostic. Les examens sont faits dehors. Les explorations radiologiques sont faites dehors. Alors, comment voulez-vous gagner en temps? Ce n'est pas possible. Ajoutez à cela, je vous le dis, il y a une politique de santé à deux façades. Il y a ceux qui ont l'accès facile et aisé, d'autres, le citoyen, le pauvre citoyen. Maintenant, je ne dirais pas le pauvre, parce que la majorité du peuple algérien n'arrive pas à accéder aux structures publiques de santé. Il y a beaucoup d'autres paramètres. C'est un débat qui doit être entre spécialistes. Un débat, je vous suggère ça, c'est un débat entre spécialistes qui défendent certaines positions et d'autres qui défendent certaines autres positions. Maintenant, je vous réponds. Tebboune qui déclarait que nous avons le meilleur système de santé en Afrique, mais aussi il a parlé que nous avons les meilleurs médecins. Alors, pourquoi donc former des médecins et les laisser partir comme ça? Et il est où ce meilleur secteur? Là, je lui donne raison. Je l'approuve en disant que nous avons d'excellents médecins. Parce que, effectivement, nous avons d'excellents médecins malgré l'handicap de la langue française et moins de l'anglais. Donc, écoutez, mais sinon, le médecin algérien, avec toute sa formation, est arrivé à faire de lui une compétence. La preuve, vous allez dans les hôpitaux parisiens, il y a presque 6500 médecins algériens. Ceci n'est pas rien. Ajoutez ces 1200 qui viennent d'être pris. Il y aura d'autres, hein, il y aura d'autres. Maintenant, ça c'est une brèche. Une brèche, par la suite, il y aura d'autres qui vont partir, peut-être même par Haraga. Parce que les conditions de travail, le mépris, il y a un mépris du médecin des deux côtés. Du côté de la population, parce qu'il n'arrive pas, la population n'est pas satisfaite de la prestation médicale dans les structures de santé. Et de l'autre côté, il y a le mépris des chefs et de l'administration. Quand vous avez un médecin qui fait une garde de 24 heures, c'est un exemple, je vous dis. On lui prépare à manger le prépare à manger à 15 heures parce que l'ouvrier qui est censé préparer le bouffe n'est pas de garde. Et il mange à 22h30 ou vers minuit. Il cherche à manger. Non, vous savez, il y a de la discordance dans la gestion, il y a de l'incohérence. Et il y a du mépris surtout vis-à-vis de la corporation médicale. Et écoutez, il y a encore une mentalité qui est restée. C'est comme si ces médecins actuels sont les médecins de la post-indépendance formés par la France. Donc c'était peut-être des médecins de famille aisée, alors que c'est faux. Un médecin est un médecin.
Très bien. Merci, docteur Kamal Daoudi, médecin chirurgien qui était avec nous depuis Tizi Ouzou. Merci à vous. On va essayer d'entamer très rapidement aussi le troisième sujet qui est l'affaire de Nazar. Mais avant de commencer très rapidement, vous voulez un petit mot, c'est Mohamed Khelfaoui, par rapport donc à l'exode des cerveaux, très rapidement avant de passer donc au troisième sujet. C'est Mohamed. Bon, d'abord, j'ai des petites remarques s'agissant des détenus d'opinion politique. Le problème, ce qui m'a semblé voir, ce sont les chefs d'accusation qui sont très vagues et dans la plaidoirie ne peut pas apporter d'arguments lorsqu'on vous dit menace à la sécurité nationale. C'est gros comme terme. C'est comme vous avez l'impression que vous avez des formations militaires ou d'espions ou je ne sais quoi qui sont là et que vous êtes en train de les manœuvrer. C'est dur comme accusation. Et d'un autre côté, comment vous allez dire non, je ne fais pas ça. Ça, par exemple. Mais les instances internationales dont vous faites référence, s'il vous plaît, moi je vous dis, ces instances nationales sont là pour servir les grandes instances ou là, les grands pays de ce monde. Pourquoi ils ne se sont jamais attaqués aux USA, à la France, avec les exactions qu'ils font subir au petit peuple ou au peuple du tiers-monde de manière générale, que ce soit en Afghanistan, ou là en Irak, ou là en Algérie, ou au Mali, etc. Pourquoi on ne parle pas? Ce système international, il est fait pour servir les intérêts des grands. Bon, ceci étant, les agissements de ces pays-là sont connus à la Koulihan. Lorsqu'on dit que j'étais à l'intérieur du système, je salue d'abord Hersh. J'espère qu'il va bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, même pas à la télé. Donc, mais ceci étant, lorsqu'il dit que j'étais à l'intérieur, j'ai vu comment le système broie les Algériens. Non, quand j'étais à l'intérieur, je lui dis, Shahadillah, moi, je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu un pouvoir, certes, il est toujours totalitaire, et certes, c'est lui qui désignait, je l'ai dit déjà, ça fait une dizaine d'années, il désignait le président ou les personnalités à même de mener le pays, de gérer le pays, mais broyer le peuple, non, moi j'ai pas vu ça. Revenons à l'exode de nos médecins et d'autres ingénieurs, d'autres capacités. Écoutez, la situation, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la raison socio-économique. Il y a aussi la raison, comme l'avait dit le chirurgien qui nous expliquait, qui était interrogé par vous. En effet, les gens partent à la recherche d'une vie meilleure sous d'autres cieux pour des raisons socio-économiques. Il y a certainement ceux, socio-économiques, j'allais dire également ceux qui sont au chômage, ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer dans les hôpitaux parce que c'est le chef de service qui les malmène ou là qui n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à évoluer. Et très ça, j'ai des cas que j'ai connus personnellement. Ensuite, si vous voyez la paie du médecin généraliste, c'est pas possible. Absolument. Il y a une vidéo, malheureusement, on n'a pas le temps de la faire passer. Professeur Belhadj qui dit que des fois, donc des personnes qui font le ménage, qui peut-être sont payés plus que les médecins généralistes. Absolument. On n'a pas le temps de faire passer cette vidéo, mais on va essayer de passer très rapidement au troisième sujet. On n'a pas beaucoup de temps. Donc l'affaire Nazar qui va être jugée, on nous dit, ou écoutée dans le dossier des crimes contre l'humanité, crimes de guerre pendant les années 90. On va essayer donc juste voir cette intro et on va revenir à notre débat très rapidement.
Donc l'affaire Nazar, comme je l'avais dit, on a avec nous professeur Mahmoud Senhadji, ancien professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts, mais aussi observateur politique, qui est à Rome actuellement pour un rassemblement et contre l'oubli de la plateforme de Rome, Sant'Egidio. Professeur Mahmoud Senhadji, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Professeur, est-ce que vous êtes avec nous? On l'a perdu, on me dit. Mais sur le dossier donc, de Nazar, on va écouter juste les déclarations de Nazar quand il y avait ces déclarations à une télévision française par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90. On écoute Khaled Nazar et on revient très rapidement. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées. À savoir, on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionnée. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ils ont commencé. Il n'y avait pas moyen de faire autrement, a déclaré donc Khaled Nazar. Je pense qu'on a avec nous professeur Senhadji, ancien professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts à Alger, mais aussi observateur politique, qui est avec nous depuis Rome pour un rassemblement contre l'oubli de la plateforme ou de la rencontre de Sant'Egidio. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Oui, monsieur Najdi. Je suis très heureux d'être avec vous. Tahiyati. Professeur, ce moment sera très constructif. On est très content aussi de vous avoir dans cette émission. Je pense que c'est pour la première fois que vous intervenez. Juste pour nous éclairer très rapidement, donc votre action, vous avez fait le déplacement depuis Strasbourg et là en ce moment vous êtes à Rome. Pourquoi vous êtes à Rome, professeur? Parce qu'on est dans le prolongement de tout ce qui s'est passé depuis le 22 février 2019. Il y a un désir, un très fort désir de réappropriation de l'histoire par le peuple algérien. Nous avons vécu dans les années 2000 et avant une négation de soi, où l'Algérien arrivait à se nier dans son algérianité. Ce qui s'est passé depuis 2019, il y a cette reconquête de la personnalité algérienne. Et à travers cette reconquête, c'était le retour de l'histoire. L'appropriation de l'histoire qui s'est faite principalement dans la période de la guerre de libération. Alors, moi je veux prolonger ce désir de réappropriation de l'histoire à travers une véritable volonté. Et lorsqu'on veut se réapproprier l'histoire, on ne va pas l'inventer. On s'inspire de notre passé. Puisque dans les années 50 et même dans les années 90, il y avait la criminalisation de l'autre, le bannissement de très grande partie de la société. On ne peut pas bâtir un contrat social lorsqu'on bannit l'autre, lorsqu'on criminalise l'autre. Et nous vivons la même période maintenant. On est en train de criminaliser une partie de la population et de la bannir. Pour moi, le contrat de Rome, puisque c'est notre passé, et c'est notre passé récent des années 90, au moment le plus tragique de notre histoire, des hommes qui portaient en eux la volonté de bâtir une véritable Algérie, un véritable contrat national,
Ils se sont réunis avec leurs différences politiques, avec leurs visions idéologiques. Et on se disait que les Algériens sont incapables de débattre, sont incapables de s'écouter. Eh bien, la plateforme des contrats de Rome prouve à l'ensemble de l'opinion internationale qui était favorable à ce contrat et à l'ensemble de la société algérienne que les Algériens peuvent se réunir, peuvent débattre démocratiquement. Et la plateforme des contrats de Rome reste une plateforme consensuelle, une plateforme démocratique et elle reste d'actualité. Nous vivons un moment crucial dans l'histoire et en revenant à la plateforme de contrats de Rome, comme eux, au moment où ils se sont réunis, ils sont revenus au principe du 1er novembre qui reste fédérateur dans le 70 ans. Il faut restaurer un État algérien, social et démocratique dans le cadre du principe musulman. Et ils l'ont pris comme base de discussion. Nous pouvons prendre encore une nouvelle fois comme base de discussion la plateforme consensuelle du droit des contrats de Rome qui repose principalement sur exclure définitivement du champ politique la violence. Et le contrat de Rome, c'est un contrat d'espoir et un contrat politique qui reste d'actualité. Et on a vu comment le pouvoir il a réagi face à ce contrat. Et nous vivons la même période. On a voulu criminaliser une partie de la société dans les années 90. Et on est en train de revivre la même période maintenant. On veut criminaliser et bannir une partie de la société. Il est inadmissible et impossible de bâtir une société en criminalisant une partie de celle-ci. Et le contrat de Rome reste un contrat consensuel et un contrat démocratique sur lequel nous pouvons encore bâtir quelque chose réellement de nouveau qui donnerait aux Algériens tout l'espoir. Et on est là pour faire revivre cette histoire. On n'est pas là pour commémorer. On est là pour s'inspirer et dire aux Algériens qu'il faut se réapproprier vraiment notre histoire. Et deuxièmement, il faut agir là où le pouvoir ne nous attend pas. Le pouvoir a tourné le dos au contrat de Rome. Nous revenons ici, après combien d'années, depuis 1995, pour dire à ce pouvoir et pour dire aux Algériens que le contrat de Rome est le nôtre. Et c'est le plus grand événement historique dans l'Algérie moderne. Le contrat de Rome reste le contrat le plus consensuel où l'ensemble des partis se sont réunis avec leurs différences idéologiques. Ils sont arrivés à fonder une véritable plateforme qui reste la meilleure plateforme qui puisse donner à l'Algérie et aux Algériens ce qui nous a manqué depuis 1962, un véritable État-nation et un véritable projet national. Très bien. Très rapidement, professeur, cette affaire donc de Nazar qui pourrait répondre donc de complicité, de crimes contre l'humanité, puisque vous parlez de cette histoire douloureuse de l'Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps? La seule chose que je pourrais dire à Khan Nazar et à toute la clique éradicatrice qui était derrière lui dans les années 90, la même phrase qu'avait dit Aït Ahmed dans le procès de Habib Souadi en 2002, entre toi et moi, il y a un fleuve de sang. Rien ne nous unit à ces gens-là. Et nous resterons toujours vigilants. Et nous les combattrons démocratiquement partout. Et nous les combattrons d'une façon juste, démocratique, et nous leur disons que les valeurs de l'Algérie réelle, les valeurs du Moudjahid que vous avez détruit n'ont rien à voir avec votre histoire. Nous portons la véritable histoire d'Algérie et le cas de Nazar comme le cas de Toufiq resteront une tache noire dans l'histoire de l'Algérie. Et l'histoire retiendra que ces gens-là n'ont jamais servi le projet national. Ils resteront, qu'on le veuille ou non, des anti-nationaux qui n'ont jamais aimé ni l'Algérien ni l'Algérie. Ils ont une forme de vengeance unique contre ce peuple, contre ce pays. C'est comme si le projet réel des DAF, c'est de faire regretter aux Algériens l'idée même d'avoir pensé à l'indépendance en 62. C'est ça le véritable projet. Il y a une revanche réelle de cette pensée-là qui veut faire regretter aux Algériens l'idée même de l'indépendance. C'est pour cette raison qu'ils nous font payer ce prix. Merci à vous, professeur. On est pressé par le temps. Le mot de la fin, très rapidement, Jamal Gessoum, Mohamed Khelfaoui, très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement,
Sinon, ça, vous avez indiqué le mot tout à l'heure, juger. Alors les gens vont penser que je défends Khaled Nzar. Absolument pas. Je n'ai aucun intérêt à le défendre, ni même à travailler, parce que je ne travaillerai jamais avec l'Algérie en toutes circonstances. Vous avez dit juger, non, entendu. D'un point de vue juridique, cela n'a absolument rien à voir. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une plainte qui a été déposée en 2010-2011 par un certain Jahid qui avait eu des exactions de gendarmes de son quartier. Et donc, ça ne tenait que sur ça. Je tiens à préciser, parce qu'il faut informer les gens quand même, que cette personne, ce Jahid qui a déposé plainte en Suisse, a fait une vidéo il y a pas très longtemps pour dire qu'il avait été manipulé par le trial. Donc j'aimerais bien que l'on donne les informations précises. Peut-être que Khaled Nzar est coupable de ces faits. Je dis simplement que de 2010 à 2011 à aujourd'hui, ça fait 11 ans, il n'a été que entendu et pas et il n'y a pas de jugement en cours. Donc il faut dire la réalité des faits. Donc cette procédure ne tient que sur une plainte et qui a été remis en question par le propre intéressé. Donc je ne juge pas ni Khaled Nzar, ni Fouad ou la Fulton. Il faut être juste dans les informations. Donc cette plainte ne tient qu'à cela. 2010-2011, ça fait 11 ans. Il ne se serait rien passé. S'il y avait eu autant de crimes qui a été dit, ça ne se serait pas su. Il n'y aurait pas des victimes qui auraient été posées à une seule personne. Je me pose la question. Très bien. Mohamed Khelfaoui, très rapidement, s'il vous plaît. À propos de Nzar ou à propos de notre ami de Rome. Vous avez le choix. Tfadal si Mohamed. Le mot de la fin, pour le premier, s'agissant de la plateforme de Saint-Égidio, il a donné son point de vue. Il y a d'autres points de vue qui sont contradictoires, peut-être d'autres points de vue qui vont dans son sens. Donc ce sont des points de vue, des échanges comme ça, sans impact réel. Ça a été un événement, en effet. Maintenant, pour Khaled Nzar, l'accusé de crimes de guerre, l'Algérie n'était pas en guerre. Ensuite, il y a un TPI d'ailleurs qui ne concerne ou qui ne s'intéresse qu'au pays du tiers-monde, parce que nous avons vu les présidents de pays superpuissances, que Sarkozy ou les États-Unis, etc., qui n'ont jamais été inquiétés. Non, Khaled Nzar, l'accusé, non, franchement. Ceux qui tiennent ce langage, ne sont pas différents du pouvoir qui accuse nos jeunes activistes d'Al-Hirak de déstabilisation du pays, de je sais quoi. C'est un peu les mêmes choses. C'est des accusations énormes et fausses. Et on a accusé les jeunes du Hirak de déstabiliser le pays, de disloquer la société. Voilà, on accuse un ancien ministre de crimes contre l'humanité. Non mais franchement, maintenant si on veut, doucement, par petits coups, à force de répéter, on enfonce le clou, changer la donne, changer les vérités, donc désinformer pour changer les vérités. Non, pour les vérités, on peut en discuter. Les gens qui ont tué, qui ont fait exploser des machines, qui ont fait exploser des bus dans le milieu urbain, etc., ce n'est pas les militaires, il faut le dire. Khaled Nzar, il avait interdit la lutte antiterroriste tant que les lois de lutte antiterroriste n'ont pas été établies, n'ont pas été votées. C'est-à-dire mener une lutte dans le cadre de la justice, dans le cadre du droit. Voilà, et pourtant, c'est Mohamed Khelfaoui, il y avait le livre de Hamad Souaidia, qui faisait partie des forces spéciales, mais aussi de Mohamed Samaraoui, qui était colonel des services, qui a quitté les services et qui a dénoncé les crimes perpétués par certains services, aussi par des militaires, dans les années 90. Vous voulez terminer votre idée, mais on doit clore cette émission, Mohamed Khelfaoui. Bon, كمل الفكرة تاعك معليش. Non, c'est lorsque vous m'avez interrompu avec personne, moi j'étais... Il y avait une lutte contre le terrorisme. Il y avait donc des échanges, il y avait des morts, il y avait tout ça. C'est vrai, il y avait tout ça. Il y a peut-être eu des dérapages, peut-être. Je n'ai pas vu Shahad. Il y a des disparus, on parle de 20 000 disparus, c'est Mohamed Khelfaoui. Des personnes qui ont été enlevées par les services et qui n'ont jamais fait signe de vie. On parle de 20 000, on parle de 250 000. On n'est pas là.
Oui, on parle de 20 000. Comme quelqu'un de chez vous a parlé de 4 millions de morts. Comme on a parlé de certains chiffres, il y a l'emporte-pièce. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, ici à l'intérieur, c'est comment amener ce pouvoir à revoir la démarche, à revoir sa façon de mener le pays pour établir un autre pouvoir qui, lui, aura les dossiers en main et on pourra en discuter. Très bien. Ça fait partie de l'histoire du pouvoir algérien. Merci beaucoup. On va y revenir sur cette question avec plus de temps. Mais j'aimerais donner le mot de la fin à Hassan Hirj sur cette question. Très rapidement, Hassan Hirj. Oui, c'est Nassar, juste 2 points. Le premier point, c'est que quand on accuse les organismes internationaux de défense des droits de l'homme de ne s'intéresser qu'à l'Algérie ou au pays du tiers-monde, c'est faux. Ils ont plusieurs fois condamné les États-Unis, la France, le Brésil, Israël pour les exactions et pour les violations des droits de l'homme qu'ils ont commis, soit sur leur territoire, soit à l'extérieur de leur territoire. Donc, on ne peut pas dire qu'ils prennent des positions à géométrie variable, comme malheureusement le font les dirigeants algériens sur ces questions-là. Le deuxième point, concernant M. Nozar, ex-général, ex-ministre de la Défense, il a assumé plus publiquement, à plusieurs reprises, aussi bien oralement que par écrit, que c'était lui qui avait décidé de rompre le processus électoral de façon brutale. Donc il a assumé ça. Or, les morts, les milliers de morts en Algérie, qu'ils soient du côté des islamistes ou du côté des militaires, ces milliers de là, c'est la conséquence de cette rupture du processus électoral. Il en a assumé la responsabilité, il doit assumer les conséquences. Absolument. Donc moi je ne suis pas un juge, je ne suis pas un procureur. Il accepte de répondre devant une juridiction neutre, à savoir une juridiction suisse. On verra bien la suite. Merci à vous Hassan Hirj. Merci à tous mes invités. Je ne vais pas vous nommer un par un parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci à vous tous d'avoir participé dans cette émission. On s'excuse, on a dépassé le temps de l'émission. Athman Sabaq va donc suivre cette émission avec l'émission Fi Al-Umq. Restez avec nous. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.